Mère, enfante-moi. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Il y a des films que l'on regarde enfant et que l'on croit comprendre. Des films aux couleurs chaudes, aux musiques douces, aux paysages lumineux. On les range dans la catégorie beaux souvenirs, mais parfois, quand on les revoit adultes, quelque chose dérange. Un détail qu'on n'avait pas vu, un silence qui paraît plus lourd qu'avant, un regard qui semble contenir autre chose. Kirikou et la sorcière fait partie de ces œuvres-là. Réalisé par Michel Arcelor, ce film est souvent présenté comme un simple conte inspiré d'Afrique de l'Ouest, mais en réalité, c'est une tragédie déguisée en légende. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant courageux, c'est l'histoire d'une communauté qui fabrique un monstre pour ne pas affronter sa propre culpabilité. Et pour comprendre cela, il faut revenir au tout début. Avant même de naître, Kirikou parle. Ce détail est essentiel. Il ne naît pas dans l'ignorance, il naît avec une conscience. Il décide de sortir seul du ventre de sa mère. Il se lave, il marche. Dans un village figé par la peur, il est déjà différent. Sa taille est minuscule, son corps fragile, mais son regard, lui, est immense. Dès les premières minutes, ce film installe une opposition subtile. Les adultes vivent dans la résignation, l'enfant, lui, vit dans la curiosité. Le village est paralysé par un récit unique. Karaba est mauvaise. Personne ne remet cela en question. La peur est devenue une tradition transmise de génération en génération. Karaba vit à l'écart. Son palais est situé en dehors du village isolé. Visuellement, elle est représentée comme puissante, majestueuse, presque royale, mais jamais grotesque, jamais caricaturale. Ce détail est crucial. Le film la montre pas comme un monstre difforme. Elle est belle, droite, silencieuse. La rumeur raconte qu'elle a mangé des hommes, mais aucun corps n'apparaît. Aucune scène ne confirme ces accusations. À la place, on voit des fétiches, des guerriers mécaniques, des silhouettes masculines vidées de leur humanité. Pourquoi les transformer au lieu de les tuer? Pourquoi les priver de leur volonté? La réponse viendra plus tard, mais déjà, le doute s'installe. La source du village est asséchée, l'eau est la vie. En priver une communauté, c'est exercer un pouvoir absolu, mais dans le mythe traditionnel, celui qui contrôle l'eau n'est pas toujours le mal. Il est souvent celui qui détient une justice ancienne. Kirikou découvre que la source a été bloquée. Il la débloque seul, minuscule, sans violence. Ce moment est symbolique. Il restaure la vie, mais ne détruit pas l'ennemi. Parce que Kirikou ne cherche pas à vaincre, il cherche à comprendre. Le cœur du film se trouve dans la montagne interdite. Personne n'ose y aller parce que la vérité fait plus peur que la sorcière. Kirikou traverse l'obscurité, les racines, la terre. C'est une descente symbolique vers l'inconscient collectif. Il raconte son grand-père, le sage. Et là, le film change radicalement de ton. Karaba n'est pas né maléfique. Des hommes ont planté une épine empoisonnée dans son dos. Une douleur constante, invisible, insupportable. Ce n'est plus juste un conte fantastique, c'est une histoire de violence. Une violence que le village a effacée du récit officiel. L'épine est au centre de tout. Elle représente un traumatisme, une agression, une blessure sociale, une souffrance ignorée et surtout une douleur que personne ne reconnaît. Karaba devient froide, autoritaire, dure, mais la douleur transforme, elle ne justifie pas tout, mais elle explique. Les hommes transformés en fétiches, ce n'est pas un hasard. Elle est réduite à l'impuissance comme elle a été. Lorsque Kirikou arrache l'épine, il ne combat pas, il le soigne. Il enlève la cause et immédiatement Karaba change. Ce basculement est brutal, comme si toute sa personnalité était une réaction à la douleur. Ce moment est troublant parce que il montre que le mal n'était qu'un symptôme. Les fétiches redeviennent des hommes, le village trouve ses disparus, mais
aucune scène de confrontation, aucune demande d'explication. Le film choisit le pardon silencieux. Alors, qui était le monstre? Kahaba ou le village qui a préféré la diaboliser plutôt que de reconnaître sa faute? Kiyoko et la sorcière n'est pas une histoire bien contre mal. C'est une histoire de responsabilité collective, une histoire sur la manière dont une sorcière peut créer une figure effrayante pour éviter de regarder son propre reflet. Et c'est peut-être pour cela que ce film marque autant, parce qu'il parle de nous. Enfant, on voit un héros courageux. Adulte, on voit une tragédie. On comprend que la sorcière n'était pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'était le silence. Et parfois, le silence est plus dangereux que n'importe quelle malédiction. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur le sombre secret derrière l'histoire de Kiyoko et Kahaba la sorcière. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et n'hésitez pas de dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse à la prochaine. Ciao.